Donc j'invite Aïcha Talbi et Vincent Potin à venir sur scène pour la dernière intervention de la matinée. Ils vont nous présenter la stratégie régionale qui est mise en place pour lutter contre l'illettrisme en Normandie. Bonjour à tous. Merci de m'accueillir ici aujourd'hui. Après les propos de Claire sur une dimension plutôt nationale et globale tout à l'heure, moi je vais plutôt vous exposer un petit peu ce que c'est que comment la prévention et la lutte contre l'illettrisme s'organisent en région Normandie. Et surtout comment une dynamique s'est mise en place chez nous, autour des partenaires, pour accompagner au mieux le public en situation d'illettrisme. Et puis, alors j'ai oublié de mettre mon petit chrono parce que sinon je ne vais pas savoir où j'en suis. Et après le témoignage donc d'Aline, qui est toujours aussi intense, comment ne pas se mobiliser tous ensemble aujourd'hui pour aider ces hommes et ces femmes en difficulté avec les savoirs de base et les aider à sortir de leur illettrisme. Alors quand je vois le nombre de personnes que vous êtes là aujourd'hui, c'est très encourageant de savoir qu'il y a du monde qui s'implique dans cette problématique et du coup c'est toujours très encourageant. Alors, je vais commencer mon propos par vous présenter un peu les différents acteurs qui se mobilisent dans la région, à des échelles différentes bien sûr, mais c'est vraiment pour vous montrer un petit peu la complémentarité des actions. Et puis surtout alors ça va faire un peu l'idée d'une liste un peu à l'après-vert, mais c'est important que vous puissiez identifier des partenaires de la Normandie pour que vous puissiez faire du lien, les contacter, savoir qui intervient, à quel moment, etc., pour pouvoir vous-même après définir comment vous allez intervenir dans tout ça. Alors, les trois premiers acteurs que je vais vous présenter, ce sont un peu des référents sur la problématique de l'illettrisme. Alors tout d'abord, il y a bien évidemment l'ANLCI en région. Claire, tout à l'heure, nous a parlé de l'ANLCI au niveau national, et vous a bien précisé qu'il y avait des chargés de mission dans chaque région. Donc effectivement, en Normandie, depuis le tout début de la prise en charge de l'illettrisme dans les années 90, il y a toujours eu un chargé de mission national sur l'illettrisme qui était présent. Ils étaient effectivement basés en préfecture, c'est pour ça qu'il y a le double logo, préfecture de région et ANLCI. Un deuxième partenaire. Alors oui, ce que je voulais dire, c'est que c'est important cette notion d'être en préfecture, c'est pour montrer aussi la notion interministérielle de l'illettrisme qui touche un petit peu quasiment tous les ministères possibles. Et c'est pour ça que l'intervention de l'État, elle est intéressante. La position du chargé de mission dans les services de l'État, elle est intéressante. Un deuxième partenaire privilégié, c'est le Conseil régional de Normandie. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui porte la solution de formation à destination de ces publics. Là, je parle bien de la Normandie. C'est pas pareil, c'est pas partout pareil dans les autres régions, mais chez nous, c'est comme ça. La région porte un dispositif, mais je ne vais pas en dire davantage. Ça va être le propos de Vincent juste après. Et puis enfin, un troisième acteur, c'est le Carrefour-F de Normandie, qui porte le centre source illettrisme. Alors, petit aparté, le Carrefour-F de Normandie, c'est un groupement d'intérêt public qui travaille sur la question de l'emploi et de la formation. Ça, ce sont ses missions régaliennes, on va dire. Et puis, par contre, la particularité en région, c'est qu'il porte la problématique de l'illettrisme, qui n'est pas le cas non plus dans d'autres régions. Alors, ces trois structures, elles sont un peu à la tête de la problématique de l'illettrisme, mais elles collaborent bien sûr avec de nombreux autres acteurs régionaux que je vais vous lister, mais je ne vais pas pouvoir tous les citer, mais au moins vous donner quelques points de repère à connaître pour votre parfaite connaissance. Donc voilà, pour chaque acteur ou chaque groupe d'acteurs, je vous préciserai les niveaux où ils interviennent.
Alors, on a tout d'abord, je vous parlais des services de l'État et le côté un peu interministériel de la problématique de l'illettrisme, parce qu'on y trouve, alors voilà, je vous cite un peu les directions que l'on trouve, hein, la DRITS, la DRETS, la DRAC, la DAGES, les DRAF, etc., et il y en a d'autres, parce que la problématique de l'illettrisme, on la trouve un peu partout. On peut la retrouver bien évidemment dans l'insertion par l'activité économique. On la trouve dans les centres de loisirs, hein, avec les éducateurs qui sont auprès d'enfants. Et puis aussi dans la culture, ça a été les propos depuis cette matinée. Alors ces structures, elles vont pouvoir définir une manière de travailler la problématique de l'illettrisme, et ça va descendre un peu dans les services. On le voit bien pour ce qui nous concerne au niveau de la DRAC, comment ça redescend après au niveau des différents services concernés par la DRAC, et notamment l'implication des bibliothèques. Donc voilà un peu pour les services de l'État. Ensuite, on a les services académiques. Alors, pour les services académiques, il y a évidemment le rectorat pour toute la partie et le volet scolaire classique, mais aussi un autre volet de la scolarité. On en a un peu parlé tout à l'heure, une dame est intervenue, sur les enfants allophones, hein, qui viennent d'arriver en France, et puis aussi sur les enfants du voyage. Et cette question-là, elle est travaillée par les CASNAV au sein des rectorats. Donc, là, on est vraiment sur le champ de la prévention de l'illettrisme. C'est vraiment l'idée d'agir avant que les situations d'illettrisme n'apparaissent. Voilà. Tant que les enfants sont encore en apprentissage, il y a toujours moyen de les aider à avancer et de sortir de leurs difficultés et de leurs échecs. C'est pour ça qu'on parle d'illettrisme une fois que l'enfant est sorti du système scolaire. Une autre famille d'acteurs, hein, ce sont les prescripteurs. Alors, comme leur nom l'indique, ce sont des structures qui prescrivent les parcours de formation. Et en ce qui nous concerne, en tout cas nous ici, ce sont les formations qui permettent le réapprentissage des savoirs de base. Alors, parmi les prescripteurs, hein, on va retrouver Pôle emploi, qui a en charge les demandeurs d'emploi, les missions locales, qui prennent en charge les jeunes de 16 à 25 ans, et puis aussi Cap Emploi, qui prennent en charge les personnes en situation de handicap. Alors, les OPCO, je vais passer très vite, mais c'est les opérateurs de compétences qui travaillent avec les entreprises et qui leur permettent de financer des formations, hein, chose que Aline a pu bénéficier dans son parcours, puisque la formation qu'elle a pu suivre à Paris a pu être financée par l'OPCO, l'ANFH, hein, je suppose, dans le service de la santé. Les partenaires sociaux, ce sont des organisations, les partenaires sociaux sont présents dans beaucoup d'organisations, dans les entreprises, dans les structures et dans les instances où ils peuvent interpeller les directions à un plus haut niveau. Donc là, c'est intéressant d'avoir ces partenaires-là à côté. Et on ne peut pas ne pas citer les organismes de formation. On a eu un témoignage tout à l'heure très intéressant de leur implication, parce que les organismes de formation, ce sont eux qui sont habilités à prendre en charge les personnes en situation d'illettrisme, en tout cas en Normandie. Pourquoi est-ce qu'on a fait appel à des organismes de formation en Normandie? C'est parce que la réponse pédagogique, elle est différente par rapport aux autres publics qu'on a cités ce matin en termes d'analphabétisme ou de français langue étrangère. Le public en situation d'illettrisme nécessite une pédagogie d'approche un peu particulière, vu le fait que ces personnes soient passées par un cursus scolaire. Et bien, effectivement, on ne remet pas une couche à nouveau de scolaire dans ces apprentissages, mais plutôt passer par d'autres biais pour petit à petit les ramener vers la lecture et l'écriture. Et donc, ce sont ces organismes de formation-là qui prennent en charge ce public. Alors, bien évidemment, il y a les collectivités territoriales aussi. On a un exemple du département de la Manche qui a pleinement pris conscience de l'enjeu de l'illettrisme et qui impulse une politique dans ce sens. Mais pas seulement que l'illettrisme, hein, c'est aussi des politiques en direction de l'électronisme. On en entendra parler tout au long de la journée. Et puis aussi de l'apprentissage linguistique.
hein, pour les personnes étrangères. Voilà, je ne vais pas tous les citer, mais je voulais quand même citer une dernière famille, ce sont les structures un peu diverses pour qui l'illettrisme n'est pas leur champ de travail. Le public qu'ils ont n'est pas forcément un public en situation d'illettrisme, mais par contre qui ont intégré cette notion d'illettrisme dans leur champ d'activité. Donc il y a Normandie Livre et Lecture, hein, par exemple, qui travaille effectivement autour du livre et de la lecture, mais qui n'est pas forcément expert en termes d'illettrisme. Mais par contre, c'est une question qui est chère à cette structure, et on retrouve aussi la fève, le coup de pouce, lire et faire lire, etc., etc. Donc voilà un petit peu cette multiplicité d'acteurs et voilà comment on fait pour que tout ce monde travaille un petit peu dans le même sens en termes d'illettrisme. Eh bien, en région, on a avec l'aide du chargé de mission à NLCI, établi un plan d'action régional, un plan de prévention et de lutte contre l'illettrisme. Ça a été un plan qui a été initié pendant une période de GNAI en 2017. Ce plan court jusqu'à la fin de cette année, mais il y en aura un autre qui est en préparation et qui va prendre la suite. Ce plan a été initié par la préfète de l'époque, et l'idée, en fait, la volonté de ce plan, c'était de mettre en œuvre une stratégie cohérente de lutte contre l'illettrisme dans le contexte normand, avec les acteurs normands, parce que chaque territoire est différent. Et il était nécessaire de mettre en synergie tous ces différents acteurs que je vous ai cités pour pouvoir vraiment coordonner l'action de lutte contre l'illettrisme sur notre territoire. Alors, je ne vais pas trop m'appesantir, mais je vais quand même vous donner... le plan est téléchargeable hein, sur nos sites. Je vais quand même vous dire un petit peu comment il a été structuré. Il a été structuré en 3 parties. Un premier axe qui est intitulé « Prévention, vie éducative et familiale ». Ce premier axe, c'est, comme je vous disais tout à l'heure, faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de personnes en situation d'illettrisme. Et ça se travaille dès le plus jeune âge, à l'école, mais aussi en dehors de l'école. Alors, la scolarité, c'est une chose, mais tout ce qui se passe autour de l'école, c'est aussi important. On parle des structures culturelles, et il y a aussi d'autres, les structures de loisirs, les structures d'aide. Voilà, c'est toutes ces associations qui gravitent autour des enfants et qui agissent à côté de l'école. Donc tout ça, c'est complémentaire. C'est pour ça qu'on a défini un axe défini à cette problématique de la prévention. Un deuxième axe qui est intitulé « Compétences et vie professionnelle ». On l'a rappelé tout à l'heure, la moitié des personnes en situation d'illettrisme sont en emploi et ça méritait qu'il y ait un axe à part entière pour aller chercher ce public de salariés parce qu'il ne passe pas par Pôle emploi, il ne passe pas par d'autres structures un peu, voilà. Ils vont travailler et ils reviennent à la maison. Et donc, c'est un public qu'il faut aller chercher via les entreprises, via les OPCO, dont je vous parlais tout à l'heure, etc. Donc, ça méritait quand même d'avoir un axe à lui tout seul. Et puis, dans le monde professionnel, les postes évoluent. Il y a des véritables besoins de s'adapter aux mutations économiques et technologiques des entreprises. Et ça, sans les savoirs de base, c'est compliqué pour des milliers de personnes. D'où la nécessité d'avoir fait un axe privilégié sur les compétences et la vie professionnelle. Et puis un troisième axe qui s'est voulu un peu territoire et vie sociale, c'est on a voulu cette dimension d'aller au plus près du public. Donc de territorialiser les actions pour être vraiment au plus proche des publics. Donc c'est un peu le mix de l'axe 1 et de l'axe 2, mais destiné à être au plus près des territoires, au plus local possible. Alors, pour ce plan, il y a un acteur qui en a été un peu la cheville ouvrière et aussi le contact privilégié pour toutes les questions d'illettrisme. Et là, je vais un peu prêcher pour ma paroisse, vous m'en voudrez pas, c'est le Centre Ressources Illettrisme du Carrefour de Normandie. Alors, vous allez me dire, c'est quoi un Centre Ressources Illettrisme? À quoi il sert et comment se définit son action? Alors, un Centre Ressources Illettrisme, il faut savoir qu'il y en a un dans quasiment chaque région.
En Normandie, nous en avons un qui a une compétence donc normande et qui est situé sur 2 sites, à la fois sur Rouen et sur Caen. C'est un outil qui est au service à la fois des institutionnels, à la fois des professionnels et aussi du grand public. Alors, sa finalité, c'est vraiment d'essayer de faire connaître et d'expliquer pour mieux comprendre ce qu'est la problématique de l'illettrisme. Petit aparté, certains centres ressources illettrisme ne consacrent pas leur action qu'à l'illettrisme, mais combinent aussi une action en direction des personnes analphabètes et des personnes, ce qu'on appelle français langue étrangère, FLE. Voilà. Mais ce n'est pas le cas de tous les centres ressources. Il faut savoir qu'en Normandie, nous avons cette compétence. Donc on porte en tout cas cette expertise de travailler auprès de ces 3 types de publics. Dans tous les cas, la mission d'un CRI, en tout cas la nôtre, elle est en relation avec le correspondant à une LCI, parce qu'il faut aussi une cohérence entre l'action nationale, l'action régionale, sinon c'est pas très cohérent, quoi. Alors, très très vite, je vais passer sur les 4 grosses missions qui sont dévolues à un centre ressources illettrisme. Alors, on peut passer celle-là, tu peux la passer, Adèle, je vais passer directement à la suivante. Une première grosse mission, c'est la notion d'information pour tous les publics. Et là, quel que soit le profil, je vous disais tout à l'heure, les institutionnels, le grand public, les professionnels, etc. Et pour ça, on a des outils, et notamment un numéro vert, le 0800 11 10 35, que vous pouvez aussi afficher dans vos structures. C'est un numéro vert grand public. Et pour toute information sur la problématique de l'illettrisme, vous pouvez appeler ce numéro-là. Nous avons effectivement un site internet qui s'appelle ip-normandie.fr et c'est un site spécifiquement dédié à la lutte contre l'illettrisme régional. Il y a évidemment le site de l'agence nationale, mais qui est plutôt au niveau national, et celui-là, c'est vraiment un site internet qui concerne principalement la région de Normandie. Alors, vous inquiétez pas, les slides, je vais pouvoir vous passer, Adèle aura le lien et vous pourrez aller regarder d'un peu plus près toutes ces informations. Alors, ça nous tient à cœur, en tout cas, pour nous, de vous apporter vraiment une information pertinente et récente sur la problématique de l'illettrisme, d'où vraiment cette mission. Une deuxième mission sur l'animation et l'appui technique, et on en a un petit peu parlé tout à l'heure, le centre ressources est là pour accompagner les professionnels dans vos actions en termes d'illettrisme. Adèle parlait je ne sais plus qui parlait de la sensibilisation des bibliothèques de la Manche. Voilà, c'est un travail que le centre ressources peut mener. On est là aussi pour vous accompagner, vous, professionnels de terrain, sur cette problématique d'illettrisme, en faisant de la sensibilisation, en faisant des formations, en vous accompagnant dans vos projets, etc. Donc on porte vraiment cette expertise, en tout cas, que nous portons modestement, bien sûr, mais nous permet de contribuer à la fois d'être avec vous sur le terrain, mais aussi de contribuer à la réflexion des politiques publiques, des politiques régionales en termes d'illettrisme. Donc voilà, cette animation et cet appui technique, elle va dans ce sens-là. Une troisième mission, qui est la capitalisation, la production, la diffusion de ressources documentaires et pédagogiques. Voilà, le titre est assez explicite, c'est toute vraiment l'information qu'on peut vous mettre à disposition sur l'illettrisme, l'électronisme, le français langue étrangère, l'alphabétisation, etc. Et là, je vais faire un peu de pub pour un nouvel outil qu'on vient de sortir. Et tout le mérite en revient à ma collègue Nathalie Réandière-Laroche. C'est un Scoopit qui est spécifiquement dédié à la problématique des savoirs de base, où vous pouvez vous abonner et vous avez régulièrement de l'information, des dernières informations sur ces problématiques-là. Voilà, je ne vais pas aller plus en avant, mais vous imaginez voilà, tout le travail de veille qu'il peut y avoir derrière cette thématique. Et puis enfin, une dernière mission qui commence tout juste à voir le jour parce qu'on est en train de créer un observatoire régional, non pas d'illettrisme, mais plutôt des risques d'illettrisme.
Et du coup, ça nécessite d'être en veille sur les différentes études qui sortent. Claire en a un peu parlé tout à l'heure, les chiffres de la JDC, les chiffres qui sortent un peu sur les niveaux de lecture, les chiffres au niveau éducation nationale sur les taux de scolarisation et surtout les taux d'échec scolaire. Et donc voilà, tous ces chiffres-là, grâce à cet observatoire, on va pouvoir un peu en définir, en ressortir un petit peu des analyses qu'on va pouvoir partager avec vous. Alors, c'est tout récent, c'est en cours de construction, donc voilà. Alors, je passe un petit peu vite, mais voilà, on manque un peu de temps, sinon je vous en parlerai pendant plusieurs jours. Mais voilà un petit peu comment la politique de lutte contre l'illettrisme en Normandie, elle est organisée. Vous voyez bien qu'il y a vraiment une imbrication des différents partenaires et que tout ça, on essaye en tout cas à ce qu'il y ait une cohérence d'action entre tous ces acteurs. Je voulais vous dire aussi que dans cette problématique de l'illettrisme, mais vous me direz comme dans beaucoup d'autres champs d'action, nous avons besoin d'échanger avec nos pairs. Nous avons besoin de partager nos pratiques et nos projets respectifs avec des collègues des autres régions. Il ne s'agit pas de rester enfermé dans sa propre région avec ses propres actions, mais c'est aussi intéressant d'aller voir ce qui se passe ailleurs, d'échanger, de communiquer, etc., etc. Et ça, on s'est organisé, en tout cas entre centres ressources illettrisme de toutes les régions de France, en créant un collectif qui s'appelle le RNP CRIA, qui nous permet justement ces échanges à un niveau vraiment interrégional. Et là, c'est intéressant de pouvoir partager des choses. Et c'est ce qui rend, en tout cas, notre travail aussi intéressant. Donc voilà, c'était pour vous montrer qu'il y a aussi une dimension interrégionale. Et puis alors, un petit clin d'œil sur ce qui se passe dans le monde. Juste pour vous préciser que quand même tous les pays sont confrontés à cette problématique de l'illettrisme, mais aussi à la problématique du FLE. Alors, si nous, en France, on fait la distinction entre illettrisme, analphabète et français langue étrangère, sachez qu'ailleurs, ce n'est pas forcément le cas. Et ce n'est même pas du tout le cas. Juste 2 exemples pour vous citer, pour illustrer un petit peu mes propos, c'est qu'en Belgique, par exemple, tout est globalisé sous la terminologie alphabétisation. Sous le terme alphabétisation, pour eux, il y a des personnes en situation d'illettrisme, il y a des personnes analphabètes et il y a des personnes FLE. Donc ça, c'est comme ça que le pays s'est construit. Au Canada, c'est pareil. Au Canada, c'est sous l'appellation alphabétisation, ils englobent tous les types de publics. Mais par contre, au Canada, ils préfèrent, plutôt que de parler de compétences lire, écrire, compter, ils parlent de compétences en littératie. Donc voilà, c'est une notion qui regroupe des notions beaucoup plus larges que le lire, écrire, compter. Il y a la compréhension, il y a la confiance en soi, etc. Et donc voilà, c'était pour vous dire que si vous voyez ces mots circuler un petit peu dans les documents que vous pouvez lire à droite, à gauche, c'est comme ça que les gens travaillent. Et nous, on a des interactions avec notamment la Belgique, avec qui on a beaucoup d'échanges. Donc voilà un petit peu cette dimension un peu internationale. Vaste débat à suivre donc. Donc voilà, en tout cas, je vous remercie de votre attention. J'espère qu'on a été clair. Et puis de toute façon, on a un stand là-bas au fond. Si vous voulez venir échanger avec nous, ce sera avec plaisir. Je vous remercie. Bonjour tout le monde, Vincent Potin. Donc moi je suis de la région Normandie. J'ai la lourde tâche de finir la matinée, donc je sais que vous allez être un peu moins concentrés, mais vous serez le document qui va vous être diffusé, qui va vous être présenté, vous sera diffusé. Je voudrais quand même commencer mon intervention par pourquoi la région peut-être. C'est une question que certains peuvent se poser quand on a vu qu'on faisait partie nous des 3 piliers. Alors la région, elle a une. Ah et voilà, ça marche pas toujours comme toujours.
Je suis le dernier en plus, ça ne marche pas. Donc la région est relativement connue pour d'autres compétences qui sont principalement les lycées, les transports, le développement économique. Ce qu'on sait un peu moins, c'est qu'elle a aussi une compétence sur la formation professionnelle continue des demandeurs d'emploi. Donc ce qu'on appelle aujourd'hui maintenant la formation tout au long de la vie, aujourd'hui c'est une compétence qui est complètement dévolue à la région et qu'à ce titre-là, on a une mission d'organiser et de financer et de mettre en œuvre sur tout le territoire une offre de formation pour les demandeurs d'emploi accessible gratuitement, qui ouvre droit à rémunération et qui permet d'acquérir un diplôme, une certification. Et là, ce serait bien embêtant. Et voilà, et c'est à ce titre-là, et je vais vous expliquer peut-être dans le paysage, alors pour vous donner quelques chiffres, c'est aujourd'hui plus de 25 000 personnes qui passent tous les ans par un des organismes qu'on finance. C'est une trentaine de filières qui sont concernées par les formations qu'on met en œuvre. Et puis voilà, et puis 500, à peu près 500 actions de formation et à peu près 200 organismes de formation qui travaillent qui mettent en place ce dispositif. Alors, bon, écoutez, je vais la dérouler à l'aveugle, tant pis pour vous. Voilà, donc la mission qui est dévolue à la région, en tout cas cette compétence qui est donnée, c'est bien de permettre aux gens d'acquérir un niveau de qualification supérieur à celui qu'ils ont eu en formation initiale. Donc ça veut dire qu'on est plutôt sur des formations certifiantes et qualifiantes, mais qu'en région Normandie, on a fait le constat que cet accès à la formation certifiante et qualifiante, elle ne peut être réussie que si en amont, on met en place des dispositifs d'orientation, et on travaille avec l'agence de l'orientation qui est une émanation de la région aujourd'hui, qui travaille aussi avec les personnes sur comment vous orienter tout au long de la vie et comment choisir vos métiers, et puis des dispositifs d'accompagnement au projet professionnel. Et là, je vais vous parler de choses peut-être que vous connaissez, mais que vous découvrirez dans le PowerPoint dès qu'il marchera. Le hashtag Avenir, par exemple, où là, j'ai vu qu'il y avait le Greta de la Manche. On a là-bas le Kakemono, donc le Greta de la Manche qui est en charge d'accueillir et d'accompagner les personnes à la construction d'un projet professionnel, les demandeurs d'emploi qui, à un moment, veulent faire une reconversion ou trouver un nouveau projet. Et puis, le dernier constat, et c'est celui qui nous a amené à développer cette politique-là, donc le dernier constat, c'est que il y a aussi la nécessité de travailler sur les compétences de base et sur le socle de compétences. Et donc, entre l'orientation et puis l'accompagnement au projet professionnel, on a mis en place un dispositif qu'on appelle les savoirs, donc savoir avec un S au pluriel, puisqu'il y a 9 catégories de savoirs dans ce dispositif-là. Savoir essentiel, savoir numérique, dont vous reparlerez peut-être tout à l'heure quand il y aura les questions d'électronisme. Savoir bureautique, je vais arrêter là parce que j'en ai oublié. Donc il y a aussi langue française, là pour ceux qui sont à l'apprentissage de langue française, anglais, et puis accompagnement au passage des études universitaires. Donc c'est là que se situe notre principale intervention, c'est sur les savoirs. Et là, je vais vous parler un peu plus précisément des savoirs essentiels, qui est une action. Et là, du coup, comme je n'ai pas l'image, je vais chercher mon papier. Excusez-moi. Je ne maîtrise pas assez les choses pour les donner comme ça. Donc, voilà, savoir essentiel, c'est une offre, c'est une offre de formation qui aujourd'hui, c'est des chiffres qui vont me manquer. Ça existe depuis 2018 sous cette appellation-là, mais ça existait déjà avant sous l'appellation compétences clés. Donc tout à l'heure, Aline a parlé de compétences clés qui étaient mises en place en région parisienne. Nous aussi, on avait compétences clés qu'on a fait évoluer. Une offre qu'on a fait évoluer notamment pour répondre au plus près aux besoins des publics et des publics qui sont en situation d'illettrisme. C'est plus de 3700 parcours sur toute la région. C'est une soixantaine d'organismes de formation qui les mettent en œuvre, et c'est une centaine de lieux où on peut accéder à ce parcours savoir essentiel. Quand je dis parcours, c'est des parcours qui vont de 200 à 600 heures, et qui sont vraiment taillés pour
pour répondre aux problématiques de la personne. L'objectif de ces formations-là, ils sont très simples, hein, c'est de deux. C'est à l'issue de la formation, la personne sera en capacité de communiquer en français à l'écrit et à l'oral dans une diversité de situations et d'adapter la communication en fonction du contexte. Donc voilà, hein, tout ce qu'on s'est dit ce matin, c'est aussi à travers ces formations-là qu'on souhaite permettre aux personnes de pouvoir les acquérir. Et puis de connaître les nombres, les mesures et les opérations fondamentales et les représentations des mathématiques de base, de développer et appliquer un raisonnement mathématique en vue de résoudre divers problèmes de la vie quotidienne. Donc on est bien là au cœur de tout ce qui est discuté ce matin, c'est-à-dire que on repart des bases, hein, et c'est à travers ces programmes-là et ces parcours-là dans Savoir Essentiel qu'on peut... Ah bah tiens, ça y est, c'est revenu, je vais pouvoir redérouler. Voilà, on en était là. Voilà, et c'est... attendez, il faut que je retrouve... Je ne vous refais pas le début, voilà. Donc l'objectif, c'est bien ça, hein, c'est comment savoir lire, écrire, compter au service de la vie quotidienne et pour enclencher un parcours. On est bien dans cette logique-là de réenclencher un parcours de formation pour des demandeurs d'emploi. Et vous verrez qu'une des évolutions aussi, c'est pour les demandeurs d'emploi, mais pas que. Je vais faire l'article, hein, donc vous allez avoir des slogans plutôt qu'autre chose. C'est une offre accessible. Il y a forcément un savoir essentiel à côté de chez vous, je dirais, ou en tout cas un opérateur qui dispense le savoir essentiel pas loin de votre lieu, puisqu'on a, comme je disais, plus de 100 lieux, plus d'une centaine de lieux où c'est diffusé dans toute la région. J'ai malheureusement pas réussi à récupérer la carte, mais on vous la diffusera et vous trouverez de toute façon dans le PowerPoint tous les prestataires qui aujourd'hui mettent en place ça. C'est une action gratuite, il faut le rappeler, qui ouvre droit à rémunération sous certaines conditions, qui est accessible tout au long de l'année. Donc on est sur un système qu'on nous on appelle entrée-sortie permanente, mais ça veut dire que les organismes de formation, et je pense qu'il y aura des témoignages, puisque j'ai vu que cet après-midi, il y a des témoignages d'un organisme qui fait Savoir Essentiel. Voilà, c'est aussi ça qui fait la richesse de ce dispositif, et qui est accessible alors soit par des prescripteurs dont a parlé Aïcha tout à l'heure, hein, les Cap Emploi, Mission Locale, mais on peut aussi, alors là c'est un peu plus compliqué, mais vous en tant qu'acteur culturel qui rencontrez ces publics-là, vous pouvez aussi les amener à rencontrer directement les savoirs essentiels sans passer par l'intermédiation d'un prescripteur si ça paraît plus compliqué, ou même les accompagner en direct, puisque les opérateurs qui ont en charge la mise en place de cette action-là peuvent recevoir en direct des personnes pour un premier diagnostic, pour un premier bilan, et puis pour construire un parcours. Donc une offre accessible et une organisation au plus près des besoins des personnes, c'est-à-dire que déjà on donne le statut de stagiaire de la formation professionnelle, ça peut être intéressant d'avoir ce statut-là aussi pour des personnes qui n'ont pas forcément de statut, ou qui ont besoin aussi d'avoir cette sécurité-là autour de la protection sociale, autour d'un statut administratif, et une possibilité de rémunération sous certaines conditions. Donc les personnes peuvent, sous certaines conditions, me les demandez pas, je ne les connais pas, mais l'opérateur qui recevra la personne pourra vous dire si rémunération ou pas. Un parcours et un suivi individualisé, c'est très important. Et je pense que, enfin, le témoignage d'Aline l'a bien dit, c'est que si on n'est pas accompagné, si on y va tout seul, si on n'a pas ce soutien-là, cette béquille, hein, elle parlait de béquille, je trouvais l'image assez forte. Voilà, un parcours, un suivi individualisé, c'est-à-dire que un parcours ne fait pas l'autre, et que c'est en fonction des besoins exprimés par la personne, sur la base des entretiens et des diagnostics qui auront été faits, qu'on va construire un parcours. Et quand on dit individualisé, ça va, un parcours peut faire de 200 à 600 heures, ce que je vous disais, en fonction des besoins, mais il peut être aussi, l'intensité hebdomadaire peut aussi être aménagée en fonction des contraintes de la personne. Donc on peut aller de 9 heures par semaine à 35 heures pour quelqu'un qui veut faire de l'intensif. Et puis, alors, une des nouveautés, hein, c'est ce que je disais, nous, on a la compétence sur les publics qui sont demandeurs d'emploi. Ce qui a été souhaité par l'exécutif qui a mis en place le Savoir Essentiel, c'est aussi qu'on l'ouvre aux personnes occupant un emploi à temps partiel. Donc, quand on n'est pas à 100% sur un emploi, qu'on puisse profiter de ce temps libre pour aller se former, ou en tout cas pour aller
pour aller réacquérir ces apprentissages et ces compétences de base. Et puis, on l'a aussi ouvert aux salariés en contrat aidé, en lien avec des OPCO, hein, qui normalement ont en charge la formation de ces personnes-là. Donc, il y a possibilité aussi, quand on est sur un... Alors, je ne sais plus comment ils s'appellent les contrats, parce qu'ils changent à une vitesse. Un CUI, non, peut-être que là, je parle de vieux contrats. Enfin, tout ce qui est PEC, c'est les PEC maintenant, c'est ça, Sylvie? Merci, Sylvie. Voilà, tous ces contrats-là ont aussi accès à ce dispositif. Donc, n'hésitez pas. Et puis, vous aurez le PowerPoint, surtout. Alors, je vais revenir tout au début. Là, voilà, partout où ce sera rouge sur le savoir sur le PowerPoint, sauf là, attendez, diaporama à partir de la diapositive actuelle. Vous avez... J'ai trop de chance. Alors, parcours métier. C'était pour vous vendre parcours métier. Donc, vous aurez des liens. Vers Savoir Essentiel, vous aurez toutes les informations, celles que je vous ai données, mais en plus, vous aurez les lieux où ça se réalise, les organismes de formation qui le font. Vous pourrez aussi trouver ces informations-là sur Trouver ma formation, et ce sera à travers les liens que vous aurez dans le PowerPoint. Ça, c'est la première partie de ce qu'on fait. Donc là, c'est vraiment à destination du public, pour le public qui est confronté à ces difficultés-là. Et on a un autre élément qu'on a souhaité mettre en place. Bon, ben non, ça ne marchera définitivement pas. Alors là, ça va être très embêtant parce que c'est très visuel ce que je vais vous présenter. Donc c'est quelque chose qu'on a travaillé avec qui a été travaillé avec le CRI et avec tous les acteurs de l'illettrisme. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le kit illettrisme. Alors, kit illettrisme, qui est plutôt à destination des professionnels et des gens qui accompagnent les personnes en situation d'illettrisme ou qui pensent ou qui pourraient être en contact avec des personnes, mais qui ne savent pas si on peut mettre ça si on peut appeler ça illettrisme ou pas. Donc, c'est une plaquette qui est téléchargeable sur le site Parcours Métier. Non, ça ne marchera définitivement pas. Et alors, c'est trois choses. Le kit illettrisme, c'est une plaquette de présentation de qu'est-ce que l'illettrisme, comment peut-on repérer quelques signes quand on est face à quelqu'un, quelle posture adopter et puis quelle solution apporter. Donc autour de ces 4 points, une plaquette de présentation très rapide, très simple et qui permet de mieux connaître ou en tout cas de mieux appréhender la question de l'illettrisme. Alors on a vu, hein, ça rejoint un peu ce que fait Pôle emploi, hein, qui m'a été présenté ce matin aussi. Ça rejoint aussi l'exposition qui est là-bas. C'est comment faire pour parler illettrisme avec des gens qui le sont peut-être sans le savoir ou qui le savent mais qui ne veulent pas le dire, et comment les ramener vers ce droit commun qui peut, alors ce qu'on appelle nous le droit commun aujourd'hui, c'est les savoirs essentiels, hein, vers ces savoirs essentiels qui peuvent être la solution pour engager un parcours. C'est une plaquette de sensibilisation, c'est un flyer savoir essentiel rédigé avec des mots, dont l'aspect communication est très basé sur le non-écrit. Et puis, c'est des vidéos de stagiaires et on se dit que ça a été la réflexion qui a été faite dans le cadre du centre de ressources illettrées, se dire que le témoignage de pairs est quand même parfois, même souvent, le meilleur moyen de convaincre. Donc on a des gens qui ont participé au savoir essentiel et qui expliquent très concrètement comment ça s'est fait, ce que ça leur a apporté. Et puis donc il y a 3 vidéos, hein, la vidéo de gens qui ont participé et puis des vidéos, ce qui se passe dans un dispositif savoir essentiel, comment ça s'organise. Et rappeler aussi, et je ne sais plus si je l'ai dit, mais ce qui se joue aussi, et nous, on l'inscrit bien dans une logique de parcours qui doit mener à terme vers l'emploi. Et c'est aussi pour ça que dans ce dispositif savoir essentiel, au-delà du réapprentissage du lire, écrire, compter, il y a aussi
la possibilité de commencer à engager une réflexion autour du parcours professionnel, autour de la reconversion, et donc possibilité de faire des périodes en entreprise, des stages en entreprise. Ça peut être aussi un moyen de se confronter à la réalité. Et puis surtout, il y a un lien fort avec toutes nos autres actions que sont Hashtag Avenir et le programme Calif, qui permettent pour le coup vraiment de re-rentrer à nouveau, de re-rentrer ou en tout cas d'entrer dans un parcours d'insertion et d'accompagnement professionnel. Et tout ça, ça aurait été si bien si j'avais pu vous montrer à quoi ça ressemblait. Malheureusement, je n'ai pu faire qu'un teasing qui vous donnera envie d'aller voir le PowerPoint. Je suis vraiment désolée. C'est pas grave. Je suis vraiment désolée, en fait, quand on... Voilà. Merci, Monsieur Botin. Merci, Aïcha Talbi. On fera le lien vers le diaporama que vous n'avez pas vu voir. Je vous prie de nous excuser. Et vers le kit illettrisme, le site de la région qui est très bien fait. Et effectivement, les vidéos de stagiaires sont très parlantes pour bien comprendre comment ils arrivent à apprendre lors de ces formations et l'enrichissement que ça leur apporte. Avez-vous quelques questions à poser à nos deux intervenants ? Le micro est près de vous, si vous pouvez lever la main pour vous signaler. Bonjour. Bonjour, Valérie Machado du Grita de la Manche, opérateur des prestations que vous présentiez pour la région Normandie. Donc pour aller plus loin et pour illustrer ce que vous avez dit cet après-midi, on aura le témoignage d'un stagiaire qui a suivi les dispositifs et c'est intéressant de voir comment dans la pratique on peut accompagner ces personnes-là grâce au financement des dispositifs région. Voilà. Merci. Oui, à mon tour de vous remercier donc, pour ce panorama de l'action régionale, avec pour la deuxième intervention un focus sur la formation des demandeurs d'emploi. Pour ce qui est de la sortie de l'illettrisme, comment est-ce que vous évaluez justement la sortie de l'illettrisme dans le cadre de ce marché public de la formation ? Est-ce que vous utilisez le certificat CLEA, par exemple? Comment, concrètement, vous y prenez-vous? Alors là, vous allez me poser une colle. Je maîtrise un peu moins ça, mais oui, il y a, en tout cas dans les autres savoirs, dans les autres dispositifs savoirs qu'on utilise, la possibilité d'aller jusqu'à la certification CLEA. Nous, ce qu'on mesure aussi, c'est les suites de parcours. C'est aussi ça la mission de la région, c'est de dire savoir essentiel. C'est que la première étape, la première marche vers la suite. Donc, ce qui nous intéresse au-delà de la certification, alors c'est aussi une des missions de Savoir Essentiel, d'atteindre un premier niveau de certification qui valide tout ça, mais c'est aussi cette première marche et qui se mesure, est-ce qu'on est allé à la marche suivante? Est-ce qu'on a continué un parcours autour de la construction d'un projet professionnel? Est-ce qu'on est allé jusqu'à s'inscrire sur des recrutements, ou des recrutements ou des positionnements sur des actions de formation qualifiante? C'est toutes ces choses-là qui nous permettent de mesurer. Mais oui, bien évidemment, on a les côtés certification dans les dispositifs savoir. Oui, merci. Je ne voulais pas vous poser une colle. Non. Alors, j'avais du coup une autre petite question. En fait, non, ce n'est pas une question, c'est un commentaire. On a du mal à évaluer l'impact de ces formations en termes d'acquis. On ne sait pas très bien combien de personnes... Alors, ça ne concerne pas que la Normandie, c'est l'ensemble du territoire national. On ne sait pas très bien combien de personnes entrent en formation, à quel niveau ça les amène, donc quel progrès elles ont fait entre le début de la formation et la fin de la formation. Et quelque part, c'est quand même c'est un manque. C'est un manque. On aurait besoin de savoir ça. On aurait besoin de savoir
entre guillemets, à quoi ça sert? À quoi Alors, servent ces formations? Vous y en- avez répondu un petit peu, puisque vous avez dit que... Oui, après, tout le monde passe par la certification. Donc, c'est aussi pour ça que nous, on mesure d'autres choses à l'issue de la formation. En termes quantitatifs, on peut vous dire exactement combien de parcours. Alors, j'ai plus les chiffres exactement. Combien de personnes se sont inscrites, combien de personnes suivent actuellement un parcours. Et puis, on peut aussi vous donner le nombre de personnes qui ont certifié. Par contre, il y a ceux qui n'ont pas certifié. Ceux-là, pour mesurer la suite, à part mesurer ce qui sont devenus à l'issue de savoirs essentiels, effectivement, on n'a pas de test de lire, écrire, compter. Enfin, quoique, peut-être que si, voilà, excusez-moi, je sentais bien que j'étais en train de dire une bêtise, je me suis tourné vers le Greta. Donc, il y a des mesures, plus tangibles sur lesquelles vous pourrez peut-être répondre. Alors, et j'en profite, puisque vous lancez la question des quantis. On sait exactement combien de personnes il y en a, et je peux vous dire qu'aujourd'hui, on a de la place sur Savoirs Essentiels. C'est un dispositif qu'on a beaucoup de mal à mobiliser, alors qu'on a beaucoup de mal, qui est accessible à tous, comme je le disais, mais qui aujourd'hui est sous-consommé. Et c'est aussi pour ça qu'on vient, dès qu'on a l'occasion, de venir parler de ce dispositif qui, pour nous, est quand même le cœur de la réflexion sur les lettristes, pour nos régions. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le faire connaître à ceux qui pourraient éventuellement être intéressés. Donc on n'a pas de problème. Les gens ne seront pas refusés, ne seront pas mis sur liste d'attente. Pour tout vous dire, aujourd'hui, ça peut aller très très vite. Pour compléter, c'est vrai que la difficulté, elle est là, elle est vraiment sur le repérage du public, parce que les places de formation, effectivement, Vincent l'a dit, il y a des places de formation, mais la difficulté, elle est de deux ordres, à la fois le repérage de ces personnes en situation d'illettrisme, et puis il y a une autre difficulté, c'est de les convaincre après d'entrer en formation. Donc, ces deux obstacles-là ne sont pas moindres, sont pas des moindres en tout cas à dépasser. Et c'est là-dessus que vous pouvez aussi, vous, à votre échelle et à votre niveau, pouvez agir. Pour répondre en partie à la mesure de la progression, justement, alors moi je suis formatrice dans un organisme de formation du Sud-Manche, à Avranches, passerelle vers l'emploi. Les personnes, nous les positionnons et en fait, nous devons leur donner des degrés. Ils arrivent avec un degré 1, degré 2, degré 3. Le but, c'est qu'ils, même s'ils ne passent pas de certification, c'est qu'ils passent d'un degré à un autre, puis peut-être un degré supérieur. Et en fait, ça, c'est quelque chose que nous mettons dans des bilans, les bilans personnels de chacun, et donc c'est mesurable d'une certaine manière, même s'il n'y a pas de test ou de certification précise. Et je complète ce que dit ma collègue d'Avranches. Et la région, qui est le financeur de la formation Savoir Essentiel, organise des bilans intermédiaires en présence de tous les partenaires. Et lors de ces bilans intermédiaires, mais les bilans finaux, pour chaque année, eh bien, on transmet des tableaux avec l'évolution des personnes entre l'entrée et la sortie. Donc c'est quelque chose de mesurable et de communicable.